Bonsoir tout le monde. Alain Dauteuil. Là, aujourd'hui, on ne parlera pas de gaz de schiste parce qu'on va attendre au prochain conseil, mais peut-être d'autres. Au prochain conseil. Suite à l'activité bénévole de nettoyage du quartier Saint-Joseph de samedi passé, le 21 avril, puis considérant tout le travail qui reste à faire sur le secteur qui couvre la ville, dans le fond, je me demandais, est-ce qu'il y a un plan d'action pour tous les débris, parce qu'on s'entend qu'avec l'hiver, ça s'accumule, puis surtout aussi avec les grands vents, ça se promène. Il y a beaucoup de plastique. Je pense que vous savez comme moi que cette année, on n'a pas eu le printemps, la date où on a l'habitude de l'avoir. Donc, évidemment, et si je ne me trompe pas, il y a eu une communication de la Ville à cet effet-là ou une entrevue qui a été donnée la semaine dernière. Il y a un certain retard, mais évidemment, on met les bouchées doubles. Mais cette année, il y a un retard qui est dû à l'arrivée tardive du printemps. Ça, on n'a pas le contrôle, comme je le répète souvent. La météo, c'est de compétence fédérale. OK. Est-ce qu'il y a moyen de se procurer des pinces, quelque chose Se procurer? Des pinces pour pas être obligé de se pencher pour récupérer si la population veut participer? Bien, quand la population veut participer, il y a des projets qui sont organisés avec des groupes communautaires et tout ça. Puis ces groupes-là communiquent avec les travaux publics, là, mais il faut que ce soit des organismes reconnus. Là. Il n'y a pas quelqu'un à la ville là, qui donne des pinces aux gens qui se présentent là. Okay. Mais s'il y a des groupes qui organisent des corvées, on les a toujours soutenus, oui. OK, merci. Si je me trompe pas. Il y a aussi un autre point concernant les bacs. Dans les parcs, l'hiver, on n'a pas... il n'y a pas de bac de récupération. Est-ce qu'il n'y a pas dans le parc ou est-ce que pour être chez nous? Puis il n'y a pas beaucoup de collecte non plus. Je me demande est-ce qu'il y a moyen d'améliorer ça. Vous voulez dire les bacs sont enlevés pendant l'hiver? Oui. Bien, dans le parc à côté de chez nous, entre autres, là, peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut m'informer là-dessus. Je ne sais pas si M. Hosk peut... Pas d'informations. C'est sûr que la fréquentation est diminuée l'hiver, donc les services un peu aussi, mais je n'ai pas le calendrier. Il faut voir aussi où ils sont installés, c'est quoi l'impact, par exemple, de l'accumulation de la neige, mais on vous reviendra avec la réponse là-dessus à la prochaine séance. Merci. Bonne fin de journée. Merci à vous. Oui. Ah, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de presse. Bonsoir. Bonsoir. Henriette Hiergeau. Moi, j'ai consulté sur le web la politique de mobilité durable, qui a été le plan de mobilité durable qui a été dévoilé le 17 avril dernier. Et puis le but, c'est de transporter le Québec vers la modernité, ainsi que le plan d'action 2018-2023. Et ça couvre tous les modes de transport qu'on dit routier, aérien, maritime, ferroviaire. Et compte tenu que c'est transport, mobilité durable et électrification des transports Québec qui annoncent ça, où est-ce qu'on retrouve dans le texte, je ne vois pas ça, l'électrification des transports dans cette politique-là? On parle que ces réseaux sont couverts, puis compte tenu que Gaz Énergie a le monopole pour donner du gaz aux routes, aux voitures, aux avions, aux bateaux, aux ferroviaires, aux trains, bien, je lis puis je ne retrouve pas l'électrification des transports là-dedans. Malheureusement, moi, la politique du gouvernement du Québec, je ne peux pas vous dire où se retrouve cette information-là dedans. Ah. Peut-être que votre député pourrait. Puis OK, peut-être. On dit que pour être durable, là, la mobilité doit être efficace. Favoriser le développement économique, ça, c'est certain. Maintenant, ça dit qu'il faut que ça soit sécuritaire. Et ça ne développe pas. C'est sécuritaire pour qui? Bien, quand on parle d'un plan de mobilité durable, M. Hosk, qui travaille sur le dossier, il me corrigera si je me trompe, mais une politique de mobilité durable, qui elle doit protéger en premier, c'est l'usager le plus vulnérable. Donc, le piéton, après ça, le cycliste et finalement l'automobiliste, là, si je vais de façon un peu générale, là, mais M. Hosk, vous pouvez peut-être répondre à ça. Oui, ça, je n'ai pas pris connaissance de l'entièreté de la politique du gouvernement du Québec, là, mais le principe derrière, c'est que je pense vers quoi ils veulent aller, c'est le principe de vision zéro, c'est-à-dire zéro décès et zéro blessé grave. Mais c'est leur définition au gouvernement. Là. Mais... Puis, OK. Ça veut dire que c'est pas en marche encore, là, ça va y être. C'est équitable qu'on dit aussi pour qui c'est équitable, compatible avec la santé humaine. Vu qu'il y a beaucoup de gaz qui vont nous envahir, j'ai de la misère à comprendre la compatibilité avec la santé humaine.
Bien, écoutez, là, on est sur une politique provinciale. Nous, ici, on travaille sur notre politique locale. Il y aura des annonces qu'on fera. Puis d'ailleurs, on est, en termes de taille de ville, une des premières de notre taille à se lancer dans l'établissement d'un plan. On l'a annoncé en novembre, avant même que le gouvernement du Québec rende publique la sienne. M. Husk préside un chantier de travail là-dessus. On prévoit des annonces au mois de mai sur un bilan, premier bilan de l'avancement des travaux. Mais nous, on va préparer notre plan, nous, qui va s'intégrer à celui de Québec. OK. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que Québec demande aux villes de le faire d'ici 2023, si je ne me trompe pas. 2030, les cibles. Non, les cibles, mais que chaque municipalité adopte Ah oui, sa politique, l'exigence de faire un plan. c'est 2023 et va subventionner. Donc, nous, on avait déjà prévu des éléments là-dessus. Donc là, on recevrait une subvention par rapport à ça pour l'établissement de notre plan. Puis terminer, ils disent que, vu qu'on est beaucoup fourni plus par les gaz que par l'électrification des transports, dans notre coin, en tout cas, ils disent que ça va respecter l'intégrité de l'environnement. Et je me demande comment, vu que toute la place, quasiment, est pour les gaz. Bien, je pense qu'au cours de la mise en place de cette politique-là, là, dans les 12 ans qui viennent, il y aura une évolution quand même assez rapide au niveau de l'électrification des transports. Là, on le voit. Je pense que les compagnies travaillent. On devrait avoir des choses intéressantes dans cet horizon-là et plus au début qu'à la fin. OK. Oui, Est-ce M. que Husk. Ouais. J'ai juste vu, je reprends l'information que j'ai vue dans les médias, là, mais que le gouvernement a annoncé qu'il allait doubler le nombre de bornes de recharge sur le territoire dans l'espace de quelques années. Donc, mais je n'ai pas plus d'informations que ça. Là. Puis annoncé aussi il y a quelques jours que fini les voitures électriques, il ne veut plus mettre d'argent là-dedans, on ne sait pas trop. D'un côté, il annonce des bornes, de l'autre côté... Bien, ce que le gouvernement a annoncé, c'est pas fini les voitures électriques parce qu'il soutient l'achat, mais le gouvernement a dit que actuellement, le projet de développer une voiture entièrement électrique québécoise avec une usine québécoise, hein, parce qu'il y avait eu des discussions. Je peux vous dire que même moi, à un moment donné, j'avais soumis l'intérêt de Drummondville à être impliqué là-dedans. Et actuellement, là, avec le partenaire européen, ça n'a pas abouti. Et ce que le premier ministre a dit, c'est qu'à court terme, il ne pensait pas que ça allait arriver. Donc, ce n'est pas le projet dans lequel ils investissent au niveau de la voiture électrique. Mais ce n'est pas l'abandon de la voiture électrique, mais d'une construction ici au Il Québec. attend les investisseurs étrangers. OK, on peut comprendre ça. J'ai un autre petit thème. Bien, je pense que s'il y avait des investisseurs québécois, tout le monde serait content de les accueillir s'ils voulaient le faire. On va le souhaiter. J'ai une autre petite chose, je peux revenir. Non, allez-y, Mme OK. Hiergeau. Ça concerne votre récent voyage à Halifax. Et votre présence là, je lisais dans le site de l'UMQ qu'est-ce qu'il en était de ce congrès-là libéral fédéral. Puis les buts, c'était plus vers la politique libérale, les politiques libérales fédérales, élire l'exécutif, entendre le chef, se préparer à la prochaine campagne électorale, une occasion de débattre des politiques du parti, puis il y avait des votes de résolution. J'ai retenu deux qu'on disait, on avait touché le régime d'accès universel aux médicaments, puis la construction d'un nouveau pipeline. Puis je me posais la question, pour vous qui étiez là, ça avait quel rapport? Malheureusement, je n'étais pas à ces ateliers-là. Moi, je n'étais pas un participant au congrès, j'étais un conférencier dans le cadre des besoins en infrastructure des municipalités, entre autres liés au changement climatique, liés, j'en ai parlé tout à l'heure, à la connectivité, au réseau partout dans les milieux ruraux. Alors moi, j'ai fait ma présentation à mon panel avec la mairesse Victoria, le maire d'Halifax, la mairesse suppléante de Winnipeg, qui est aussi présidente de la Fédération canadienne des municipalités. Et moi, j'y étais comme le maire de Drummondville et président de l'UMQ. Donc, nous, on a participé à notre panel. On n'était pas des gens inscrits au congrès. Vous n'avez pas rapporté des gains là, de ça? Il n'y a pas eu de gains pour la ville? Bien, il y a toujours des gains. Il y a toujours des gains à long terme. J'y étais d'abord comme président de l'Union des municipalités. Samedi et dimanche, je suis revenu ce matin. Donc là, à Drummondville, là, mais je suis arrivé à Montréal hier. J'avais une autre rencontre ce matin. Mais l'idée, ça a été de faire valoir les besoins. Donc, exemple, quand on explique que les villes, que les milieux ruraux ont besoin d'être couverts ce à quoi on référait tout à l'heure avec Saint-Joachim, puis que j'insiste là-dessus. Je pense que c'est bon pour nos villes, c'est bon pour notre ville aussi. Quand j'ai eu l'occasion d'échanger avec le premier ministre sur toute la question des changements climatiques et l'importance d'affirmer
un leadership international là-dessus. Quand évidemment, dans un congrès, on croise les gens, on rencontre des gens, on a des groupes drummondvillois qui sont en attente de subventions et tout ça, donc ça nous a permis de toucher Parce que des mots vu que M. responsables. Trudeau est plutôt dans le sens inverse de ce qu'on veut au niveau des changements climatiques. Écoutez, là, Non, mais je ne suis pas là pour commenter la Dernière politique question. de qui que ce soit. vous, est-ce que vous alliez là à la demande pour représenter l'Union des municipalités? Puis est-ce que c'est l'Union des municipalités qui défrayait votre transport? Ben oui, Ah, OK. C'est correct. C'est tout. Merci. merci. Bonsoir. Monsieur Gagné. Michel Gagné, secteur Saint-Nicéphore. J'aimerais vous entendre sur l'item 12.7. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur le Barda Fest? Je vais aller voir. Parce Ben que- écoutez, ce sont des promoteurs, là, je pense, qui vont annoncer leur projet bientôt, mais c'est musical, si je ne me trompe pas. C'est un Bon. festival qui est organisé par des gens qui ont l'habitude d'organiser des festivals ici à Drummondville. Donc, c'est des gens de confiance. On sait c'est qui. C'est juste que pour l'instant, nous, on ne veut pas prendre les devants sur eux. Donc, on leur laisse quand même le privilège. Au fond, nous, on autorise l'utilisation du parc des Voltigeurs le 15 septembre. Là. C'est une journée, ce n'est pas un festival de 10 jours. C'est soutenu dans le cadre de la politique culturelle du gouvernement du Québec. On a déjà annoncé une subvention ici là, de 8 500, je pense, à la dernière ou à l'avant-dernière séance. Mais pour le reste, c'est le groupe qui va faire les annonces. OK, parce que vous parlez de multidisciplinaire. C'est ça, oui. Puis pour moi, ben Barda, c'est pas un festival. Mon autre point que j'aimerais vous entendre, c'est le 18.1.5 concernant une certaine compensation. Est-ce que vous avez une idée de la compensation pour le compost? Ben, on va y revenir. Il faut savoir là, que c'est un projet pilote sur lequel on travaille de desservir nos grands générateurs. Parce qu'au cours des dernières années, on a demandé beaucoup, et j'ai eu l'occasion de le dire, on a demandé beaucoup aux gens, là, aux particuliers. On a modifié les collectes, on a fait des efforts. On a d'ailleurs obtenu nos meilleurs résultats. Pour la première fois de l'histoire, en 2017, on a valorisé davantage qu'on a enfoui des déchets ultimes. Et ça, c'est extrêmement positif. En 2017, là, on estime qu'on va avoir enfoui beaucoup moins qu'on enfouissait depuis plusieurs années, malgré l'augmentation de la population. Donc, c'est très positif. Ceci dit, maintenant, il faut se tourner parce qu'il y a toute la question d'interdiction d'enfouir des déchets organiques et tout ça qui s'en vient. Là. Il faut travailler avec les plus grands générateurs, souvent, ça peut être des restaurants, des entreprises, etc. On est rendu à travailler avec eux. Alors, cette année, on va faire un premier pas. Dans les prochaines semaines, on va revenir avec plus d'informations là-dessus. Donc, actuellement, ce sont des services qui sont offerts souvent par des entreprises privées. Et donc là, on est en train de voir comment on peut municipaliser ça et faire en sorte qu'on obtienne, on atteigne de meilleures performances. Mais là, on parle des plus grands générateurs dans un premier temps. Là. On reviendra avec le nombre et les détails dans les prochaines semaines. Mais est-ce que votre intention est de faire la même chose avec la récupération? Le papier, le carton? Bien, ça en fait Parce partie. que ça, c'est la matière organique. Là, on parle de matière organique. Ouais. Oui, c'est ça, mais on parle ici de la matière organique dans ce cas-ci. Oui, Mais est-ce que dans votre un intention premier est de temps. faire la même chose avec la matière recyclable? Un pas à la fois. Les générateurs de matière Un recyclable? pas à la fois. C'est la matière organique, là. Pour les matières recyclables, on a mis en place toute la question de la valorisation, là, la symbiose industrielle, entre autres. Il y a quand même des déchets qui sont recyclés à ce moment-là. Parce que Oui. les entreprises ont déjà, les institutions commerce et industrie ont déjà accès à un certain niveau de recyclage par un service privé. Pour l'instant, mais ils ont 0 dessert en matière organique. Voilà. Donc, ça constitue une grande partie de ce qui est enfoui actuellement, d'où est la limite de 2020 du gouvernement d'enfouir ça. C'est pourquoi la Ville est en préparation, comme M. Cusson dit, pour la matière organique. Parce que là-dessus, ils n'ont aucun service. Donc, c'est plus urgent qu'on intervienne là. D'accord. Merci. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Alors, s'il n'y a pas d'autres... Oui, oui.
On baisse d'un niveau. Ben, en tout cas, du micro, Ouais, pas de la discussion, j'espère. ben ça, on verra. Luce Sicotte, Bonsoir, Mme Scott. née, élevée à Drummondville et citoyenne de Drummondville, malgré mon accent français. Moi, je viens ici... je ne suis pas habituée de ce genre de réunion. C'est la première fois que je viens. Alors, vous me pardonnerez si je me mélange les pédales entre les questions puis les commentaires. Là. Je fais de mon mieux. Normalement, on vous Bon. surveille, on vous ramène à Ouais. vos questions. La première fois, on donne un peu plus de chance. OK. Bon, alors moi, je viens surtout pour poser une question au conseil municipal concernant la lettre que Mme Hiergeau a fait parvenir à Louise Deschâtelet dans le Journal de Montréal. Je dois dire que j'ai été complètement étouffée en lisant ça, pas par l'air toxique qu'on est supposé respirer à Drummondville, mais par les énormités qu'il y a dans cette lettre-là. Et ma question, c'est est-ce que la Ville est prête à simplement laisser passer ça sans réagir? Moi, en tout cas, ça me fait réagir parce que j'y vois là-dedans beaucoup de fausseté, beaucoup d'exagération. Et je me dis, aucune preuve, aucune source de renseignement n'est donnée. Quand on parle de 48 des déchets de la province qui aboutit à Drummondville, est-ce que c'est la Ville qui a donné ces chiffres-là? Peut-être. D'où viennent-ils? Quand on dit qu'on a de l'eau contaminée à Drummondville, quand on dit qu'on a de l'air pollué, quand on dit que nos sols vont peut-être être contaminés, d'où est-ce que ça vient tout ça? Est-ce que c'est la Ville qui donne tout ça? Sinon, moi, je me pose des sérieuses questions. D'où est-ce que ça vient? Parce que si on veut travailler sérieusement, il faut quand même apporter des preuves. Puis je me dis, une autre question impertinente, si c'était si terrible que ça à Drummondville, est-ce que la Ville a déjà eu des rapports de l'hôpital signalant qu'à Drummondville, on a plus de maladies pulmonaires, plus de maladies gastriques qu'ailleurs, parce qu'on vit dans un milieu tellement malsain? Donc, si la Ville n'a jamais eu de rapport, moi, je me pose des questions. Puis on parle d'air qui est nocif, mais si c'est si nocif que ça, pourquoi on n'a pas mentionné dans l'article que les gaz sont récupérés par Waste Management pour produire l'électricité qui alimente l'école CFR et qui alimente comment on appelle ça, les serres? Ben, est-ce que la commission scolaire des Chênes vous a consulté pour établir son école à côté d'un site polluant? En tout cas, c'est des questions que je me pose et que je vous pose indirectement. Et puis, un deuxième, ça, j'arrive plus dans le commentaire, là, c'est que moi, je pense que quand on fait une intervention, si on veut qu'elle soit sérieuse, il faut qu'elle soit bien documentée. Il faut qu'elle soit faite avec honnêteté, sinon on tombe dans l'idéologie. Et quand on est idéologue, ben pour moi, je trouve que souvent, c'est qu'on est sûr d'avoir toujours raison, qu'on ferme son esprit aux autres opinions, puis qu'on force la réalité à se soumettre à nos fantaisies. Puis ça, je reprends l'article, la réponse de Mme Deschâtelet. Je cite textuellement, « De nombreux défenseurs du bien pensé, entre guillemets, racontent ce qui fait leur affaire pour justifier leurs craintes et avancent des données souvent moins vérifiables que celles fournies par les promoteurs. » Je suis ravie de la réponse de Mme Deschâtelet. Puis finalement, une autre question au Conseil. Il faudrait que j'y réponde à vos questions à un moment donné. Oui, bien, c'est vrai que ça en fait beaucoup. Ouais, OK, allez-y. Je vous donne non, la allez-y, parole. je vous laisse, OK. je vous laisse compléter. J'arrive à Ma la réponse fin. va être assez brève. Est-ce que le conseil municipal trouve ça acceptable? Parce que j'ai regardé dernièrement les dernières interventions, là, que des groupes de citoyens monopolisent plus ou moins la période des questions pour revenir toujours avec le même truc, toujours enfoncer le même clou, comme si certaines personnes se croyaient le droit de surveiller, de superviser les actions du conseil municipal. Moi, c'est ce que j'appelle aussi un peu de l'idéologie, pour ramener tout le monde à une idée unique, sans trop écouter l'idée des autres. Puis là encore, je cite Mme Deschâtelet, qui dit « J'ai du mal à croire que vos édiles municipaux prendraient d'aussi grands risques pour leur population au seul profit d'un entrepreneur. » Donc, j'apprécie là aussi sa réponse. OK, je vous arrête parce que, comme vous l'avez dit, là, on est quand même dans une période de questions, mais bon, dans un premier temps, ce que je peux vous dire, c'est que évidemment, il y a
y a des chiffres là-dedans qui ne sont pas exacts, là. J'en ai pris connaissance. À ma grande surprise, moi, je croyais que Louise Deschâtelet versait plutôt dans le courrier du cœur. Je me rends compte que c'est un peu plus élaboré. Mais écoutez, on va analyser ça s'il y a lieu de répondre. Mais vous savez, des fois, il ne faut pas trop donner d'importance à des choses qui ne se tiennent pas. Mais on va analyser ça, mais ce n'est pas la panique à l'Hôtel de Ville. OK, merci. Merci à vous. Et quant au fait que des gens viennent poser des questions, bien, c'est le droit de la population. Ça, nous, on accueille les questions qu'on nous pose. On est là pour ça et ça nous fait plaisir de répondre aux gens. Parfait. Merci. Merci, Madame. Madame Sicotte. Sicotte, parfait. Merci. Bonsoir, Madame. Bonsoir. Monique Camiran, née à Drummondville, citoyenne de Drummondville. Ça va un petit peu dans le même sens concernant l'article de Mme Hiergeau. J'ai été étonnée, mais moi, ce que je veux souligner, parce que moi, j'aime Drummondville, je ne crois pas que ce soit la poubelle du Québec, mais un article dans le Journal de Montréal qui a plus de 1 500 000 ou près de 2 millions de lecteurs au Québec, pour moi, avec, on ne dira pas des faussetés, je ne peux pas m'avancer là-dedans, mais ça a beaucoup d'impact, et pas un impact seulement à Drummondville. Alors, pour moi, ça m'a touché beaucoup, parce que j'ai eu des gens, des amis de Québec, d'Abitibi, qui ont appelé et disaient « Hey, Monique, c'est-tu comme ça chez vous? » Je pense que c'est important de penser à l'impact de ce qu'on écrit. Puis oui, Mme Deschâtelet, ça s'appelle psycho. Hein? Sur le côté, là, parce que c'est un courrier du cœur. Moi, ce que je voulais savoir, ce que je veux vous demander, c'est ce que vous avez un protocole pour les périodes de questions? Avez-vous un formulaire d'enregistrement? Quand on arrive, j'ai vu qu'il n'y en avait pas aussi, là. Combien d'interventions? Il n'y a rien qui s'est laissé à l'état libre? Première question. Pour nous, il y a quand même une volonté de faire preuve de flexibilité. Okay. Il existe un règlement. Le règlement, une des choses qu'il prévoit, c'est la durée de la période de questions, de 40 minutes. On n'a jamais coupé la période de questions parce qu'il y a dans l'année une vingtaine de séances, peut-être du conseil. Puis, si on met 20 fois 10 minutes de plus, là, ça fait 3 heures dans l'année, donc ça ne nous apparaît pas. Si, par ailleurs, il y avait des débordements, à un moment donné, on pourrait dire on y met fin, mais tant et aussi longtemps qu'on fait une présentation brève, dans laquelle on retrouve des commentaires, on a quand même une certaine tolérance et qui est suivie de questions. Nous, on n'a pas à juger du type de questions qui nous sont posées. On est là pour y répondre. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Mais il n'y a pas, tant que c'est poli, je pense qu'il n'y a pas lieu de demander aux gens d'arrêter de poser des questions, tout ça. Et je pense que de façon générale, ça se passe dans le bon ordre. Donc, on n'a pas l'intention d'intervenir par rapport à ça. Mais évidemment, quand les sujets sont plus diversifiés, on ne s'en plaint pas. OK. Alors, prochaine question qui Allez-y. va dans le même sens, mais je ne sais pas si c'est déjà arrivé. Est-ce que vous pouvez refuser une question si elle est fondée sur des hypothèses, des allusions personnelles, insinuations malveillantes ou vexatoires même? Bien, écoutez, si c'est le cas, on intervient. Hein, on pense que ce serait désagréable que des gens soient poursuivis pour avoir tenu des propos, parce qu'à un moment donné, il peut y avoir des limites. Des gens qui peuvent décider d'être... Il n'y a pas d'immunité comme au Parlement ici, là. Donc, en principe, on ne peut pas dire n'importe quoi. Écoutez, moi, ce que je souhaite, c'est qu'il puisse y avoir des échanges intelligents dans notre démocratie, qu'on puisse parler avec les gens. Les élus sont là au service de la population pour écouter, pour entendre leur point de vue. On doit prendre des décisions en fonction de la réalité. Ceci dit, vous référez à un article. Bon, nous, on va regarder si on pense que c'est pertinent de répliquer à ça. Puis si on pense qu'il y a des éléments là-dedans qui viennent ternir l'image ou qui viennent porter préjudice à la ville ou à l'une ou l'autre de ses composantes, bien, on va analyser les moyens qui sont à notre disposition. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? C'est bien. Alors, la prochaine séance du Conseil aura lieu le 7 mai prochain.
Alors, je prendrai une proposition pour la levée de l'Assemblée. Propose. Monsieur Charret, Monsieur Grondin. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Et profitez du printemps qu'on a attendu aussi longtemps. Merci. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.